Bienvenue dans l'invité de la rédaction sur Média TV où il sera question du couple, finance et digital. La transformation digitale a fait l'objet depuis plus de 16 ans maintenant d'une série de plans gouvernementaux qui ont comme objectif de placer le Maroc comme un hub digital de sa région et de son continent. Digitaliser l'administration, c'est en cours, bien que la vitesse laisse à désirer. Et pour les entreprises, c'est un autre tour de manche. Mais la transformation digitale des entreprises est aujourd'hui inévitable, d'autant plus que les banques, les sociétés financières ont déjà entamé leur virage digital, aux entreprises de suivre. Oui, mais comment alors que leur trésorerie est déjà mise à mal depuis la Covid-19, ajoutez à cela l'inflation galopante, bref, un véritable exercice d'équilibriste pour les directeurs financiers. Alors quelles sont les solutions optimales pour digitaliser l'entreprise ? Eh bien, ça tombe bien parce que mon invité ce soir peut répondre à cette question. Il connaît bien le tissu entrepreneurial et il est aussi dans le conseil digital, s'il vous plaît. Bonsoir et bonjour Zakaria Fahim. Bonsoir et merci pour l'invitation. Merci à vous de l'accepter. Quand on parle de transformation digitale, c'est un terme qui est un peu galvaudé ces derniers temps. Vous acquiescez, donc vous êtes un peu d'accord. Et aussi, où en est-on par rapport à cette transformation digitale ? Est-ce que c'est quantifiable déjà ? Théoriquement, c'est quantifiable, mais un des gros enjeux, et c'est pour ça qu'on met ce baromètre des DAF et la transformation digitale, c'est qu'il nous manque de la data. C'est vraiment le vrai cheval de bataille pour une entreprise, pour un pays. C'est en période de crise, en période où il y a vraiment de la difficulté à regarder à 10 mètres. C'est comme si vous avez le brouillard. Et avant, on avait le brouillard le matin et le soir, il y avait le soleil. Aujourd'hui, on a le brouillard tout le temps. Et la transformation digitale, quand on regarde à l'échelle internationale, tous les pays qui ne sont jamais arrêtés, je parle des pays, c'était ceux qui avaient compris ce que c'était que le cloud, ce que c'était le mode SaaS, ce que c'était protéger ces entreprises en les obligeant. Parce que vous avez, par exemple, aux États-Unis, on a mis en place une loi qui oblige les entreprises à se protéger contre la cybersécurité. La cybersécurité, on verra, fait partie du jeu digital. Faire un portail, un petit site et ne pas se protéger. Donc, il y a c'est-à-dire que la transformation digitale, quand on parle de digital, c'est est-ce que nos entreprises ont compris que le monde 2.0, ou certains parlent maintenant du 4.0, n'est pas uniquement une chimère, mais le monde d'aujourd'hui, puisqu'on ne peut plus, et le Covid ou la Covid l'a rappelé, ne pas avoir la possibilité de driver son business sans être dans ses bureaux ou ne pas driver son business en pensant qu'il va falloir rester dans une logique présentielle et non pas dans une logique, je dirais, de mesure de la performance au-delà de la présence, est une hérésie. Et c'est un peu un des enjeux aujourd'hui de ce baromètre, c'est de tirer donc des warnings. C'est-à-dire que nous, on a déjà senti, et c'est pour ça qu'on s'est... on en parlera certainement plus en détail. On est en train de monter un certificat sur le leadership financier et la transformation digitale avec l'ISCAE, parce que là, on s'est rendu compte que nous avons beaucoup de financiers de haut vol, mais pour qui le digital était un peu... si on voulait faire le parallèle, quand l'iPhone a été lancé, il y avait nos amis de BlackBerry. Les financiers aujourd'hui qui ne vont pas vers le digital, c'est un peu pour moi BlackBerry. C'est-à-dire que ils ont peut-être des choses intéressantes, mais ils risquent de ne pas durer. Oui, mais les financiers ont aussi la lourde tâche de maintenir les finances et de maintenir l'entreprise à flot. Donc, comment, déjà, et je le disais il y a quelques instants, quand on a une trésorerie qui est asséchée à cause, bien sûr, de la pandémie, mais aussi de l'autre côté, vous avez parlé de brouillard, c'est le flou total par rapport au carnet de commandes. Vous connaissez très bien la TPME marocaine, Zakaria Fahim. Donc, en gros, est-ce que c'est un exercice d'équilibriste où il faut prendre le risque ? À quel prix ? Donc, c'est pour ça que, très souvent, les gens pensent transformation digitale, c'est comme quand je passe de ma 4L à une voiture allemande. Non, c'est que j'outille mon entreprise à être en capacité de faire face à la problématique. Vous avez parlé du cash. Si vous n'avez pas aujourd'hui des solutions digitales embarquées, vous ne pouvez pas faire du cash management, des prévisions. Avant, on faisait des prévisions au mois, trimestrielles. Aujourd'hui, il faut faire des prévisions à la journée. Donc, sans ce type d'outils, vous avez votre financier qui passe son week-end à faire des calculs avec une probabilité d'erreur. On l'a vu, Excel, c'est sympa, mais on peut faire beaucoup d'erreurs. Donc, le digital permet de libérer votre DAF des tâches qui consomment beaucoup de temps, mais qui ne sont pas fortes de valeur ajoutée, et de laisser le temps d'analyse, de négociation avec le banquier. Donc, c'est là, Donc, le DAF a autant
de responsabilité, de digitalisation que le DSI, que le directeur des systèmes d'information. On va dire, il est un peu le chef d'orchestre de tout ça, parce que c'est lui qui est le gardien du temple, vous l'avez dit, sur les finances. Et donc, avant que le DSI dise on va investir, il est en capacité de dire est-ce que cet investissement est rentable ? Nous allons protéger donc, notamment nos installations pour la partie cybersécurité. Il doit être en capacité de dire pourquoi on va la faire uniquement dans telle usine et pas sur tous les volets, pourquoi on va démarrer de telle manière. Donc, il doit être effectivement l'interlocuteur pour faire en sorte que cette digitalisation soit une digitalisation au service de la performance. On n'est pas en train de digitaliser pour faire beau, on est en train de digitaliser pour effectivement apporter des solutions opérationnelles, des solutions business. C'est pour ça qu'on dit que le directeur financier, c'est le business partner aujourd'hui du directeur général. Donc, ce n'est pas le gars qui, à la fin de l'année, vient avec un bilan pour faire la déclaration fiscale. Il est vraiment dans l'anticipation, il est dans les prévisions. Et pour être dans son rôle, il est obligé de s'embarquer dans ces solutions digitales qui permettent d'être dans l'agilité et d'être en capacité de faire de la prospective. Donc, c'est pour ça qu'on dit un DAF ne peut plus aujourd'hui travailler avec une feuille et un stylo. Ça reste important. Mais il doit être effectivement dans une optique de comprendre le digital comme étant son outil et plutôt un aide à la prise de décision. On a vu par exemple des entreprises qui avaient anticipé, je prends un exemple très simple, la restauration, où ils avaient déjà mis un petit site, des partenariats avec des gens comme Glovo. Quand il y a eu la crise, ils ont continué à faire de la vente à distance, mais n'ont pas eu le business qui s'est arrêté, alors que d'autres, ils étaient tout en présentiel, ils sont morts. Donc vraiment, le financier par rapport à cette transformation digitale, c'est en capacité de faire de la veille. Et c'est pour ça que nous, on a monté ce certificat, je reviens avec l'ISCAE, c'est pour dire, arrêtons de penser digital comme étant uniquement un effet de mode, je fais des applications sympas. Non, c'est qu'est-ce que je fais pour améliorer ma performance, comment je fais aujourd'hui pour prendre des décisions en amont. Alors, pour prendre des décisions en amont, admettons que les décisions sont prises. Déjà, la demande est-elle là ? Vous vous intéressiez à la responsabilité de la direction administrative et financière dans le virage ou la transition énergétique, plutôt digitale d'une entreprise. Je crois que la question aujourd'hui est devenue une non-question parce que c'est ça où l'entreprise meurt. C'est un directeur financier qui n'a pas compris. C'est pour ça que le digital est vu sous un prisme large. Si vous êtes une grande entreprise, on est déjà en train de parler, est-ce qu'on va ouvrir le cloud pour toutes les unités ou pas? Dans une PME, on est en train de se dire, est-ce que notre site, il faut le protéger? Est-ce que maintenant, je vais passer d'une mesure de la performance sur un KPI en présence et non plus, est-ce que je suis capable de mesurer la performance de mes collaborateurs quand ils sont à distance? Quand le Covid est arrivé, ceux et celles qui n'avaient pas des outils informatiques qui permettaient aujourd'hui de travailler à distance se sont arrêtés, même quand elles étaient dans des métiers, entre guillemets, classiques. Je vends du matériel, j'ai aucune solution pour que mes clients accèdent à mon portail pour acheter et vendre. J'étais obligé de m'arrêter, parfois des semaines, parfois même des mois. Donc c'est vraiment bien comprendre que le digital, ce n'est pas vraiment un effet de mode, c'est une composante aujourd'hui du monde qui nous entoure, accélérée par le Covid, mais c'est aussi des opportunités de business, parce que ça nous permet de toucher des clients qu'on ne touchait pas. Quand vous avez un portail, vous avez des clients qui le week-end veulent acheter un produit, avant il fallait aller au magasin, parfois on n'a pas le temps, on rentre sur le portail et on est en capacité. Donc c'est vraiment le digital, donc le financier, quand il ouvre ses portes, c'est comment mieux générer aujourd'hui de la data intelligente. Un des exemples clairs sur lequel travaille un DAF, c'est le BI. Le BI permet de faire de l'intelligence de la data, et on l'a vu, analyser sa data interne ne suffit plus. Donc il faut être en capacité de faire de l'analyse data externe, parce qu'effectivement, il y a ce qu'on appelle les signaux faibles, qu'il faut être capable de voir quelque chose qui se passe en Asie, qui peut demain avoir un impact sur votre business, d'où la globalisation. Si vous n'êtes pas capable de le lire, c'est impossible. Donc c'est pour ça que faire de la veille, faire de l'intelligence économique, à travers là aussi le digital, c'est quelque chose. Je dis à beaucoup de PME, ils me disent mais ça coûte cher. J'ai aujourd'hui tapé sur Google le nom de vos concurrents, parce que vous avez aujourd'hui ce qu'on appelle les outils de recherche économique, d'intelligence économique de Google qui coûtent rien du tout. On peut taper le nom de ses concurrents, taper le nom de ses produits.
et ça vous permet de remonter d'informations chaque fois qu'on va parler de vous, chaque fois qu'on va parler de produits concurrents ou de produits ou de services connexes, de savoir ce qui se passe. Donc c'est vraiment important en fonction je dirais de mon marché, de la taille de mon entreprise. Je ne peux pas ne pas faire de la veille, mais bien sûr, si je suis une PME, avoir une... Quand vous dites PME et quand vous dites de faire de la veille, je vais vous poser la question parce que vous connaissez très bien ce tissu entrepreneurial marocain, Zakaria Fahimi. On parle de quelle taille d'entreprise? Chez nous, on considère qu'une PME, c'est moins de 50 millions de dirhams. Donc, globalement, donc déjà, moins de 5 millions de dollars. Mais on sait que plus de 80% de nos entreprises font moins de 10 millions de dirhams. Donc, le gros, la TPE, on est plus sur la TPE que sur la PME. Mais on l'a vu, maintenant, quelqu'un qui fabriquait des babouches est concurrencé par des Chinois. C'est qu'avant, il pensait que son concurrent, c'était le voisin. Mais non, son concurrent, c'est la Chine. Donc, c'est tous ces éléments qui sont au service, et c'est là où on a vu ce que fait aujourd'hui l'agence, l'ADD, donc l'agence du digital, ce que fait aujourd'hui le ministère de l'Industrie et du Commerce, en mettant en place des systèmes d'accompagnement de la PME. Je pense que ça, c'est structurant, parce que là aussi, ils sont en train de réfléchir, de travailler sur des services à forte valeur ajoutée qui auront un ADN ou des fondamentaux digitaux, sinon on ne pourra pas servir les 12 régions, et surtout de façon concomitante et de façon structurée. Alors, de façon structurée, est-ce que la structure, elle doit aller... Top-down ou down-top? Bottom, voilà, exactement. Parce que là, on est sur une réforme de l'administration, malgré tous les efforts qui ont été menés, par l'ADD en l'occurrence, entre autres, eh bien, cette plateforme, ne serait-ce que d'interopérabilité, elle peine à voir le jour. Il y a beaucoup de freins à cette digitalisation de l'administration marocaine. Alors, comment demander au tissu privé, au secteur privé, est-ce que ça devrait venir, vous pensez, peut-être d'inverser la vapeur et que ce soit le secteur privé qui drive une transformation générale? Parce que sans transformation digitale de l'administration, il est difficile d'adopter cette digitalisation dans le mindset de l'entreprise. Donc, il ne faut pas oublier que... Enfin, du DAF, en l'occurrence, parce que c'est... Les administrations, les entreprises publiques ont été, qu'on le veut ou non, parfois des précurseurs et des lévriers par rapport à ça. Quand on regarde la facture numérique, ça a démarré par les entreprises publiques. Quand on regarde des appels d'offres qui sont digitalisés, avant, une PME qui était à La Youn ou Derla ne pouvait pas répondre à plusieurs offres parce qu'il fallait se déplacer, déposer. Aujourd'hui, avec la signature électronique, avec le digital, on a permis à des TPE, des PME, de pouvoir répondre de loin. Donc, il y a des choses. Maintenant, ce qui est important, c'est de le faire savoir et de structurer tout ce qui est en train de se passer pour que la PME puisse bénéficier de ces services déjà. Concrètement, c'est quoi structurer, du coup? Quand on regarde aujourd'hui, vous avez parlé des TPE-PME, elles ne sont pas au courant qu'on peut faire des appels d'offres à distance digitale. Ils ne savent pas encore que la signature électronique existe. Donc c'est une question de communication, de Donc sensibilisation. il y a des choses sur lesquelles il faut déjà communiquer parce que c'est déjà la base. Et puis après, il y a des choses où il va falloir effectivement accélérer, je dirais, les leviers. Parce qu'il y a l'agence Maroc PME qui fait des choses, notamment avec des subventions. Maintenant, je pense que c'est très important. Vous avez parlé de down-top. Les régions, maintenant, commencent à avoir des budgets, peuvent accompagner. Mais il faut que tout le monde comprenne que le digital n'est pas un luxe. C'est devenu, je dirais, le seul levier aujourd'hui pour rester vivant dans un monde VUCA, dans un monde où on n'a plus le choix que de savoir que mon concurrent n'est pas de l'autre côté de la rue, mais vraiment peut-être en train de dormir aujourd'hui, il se réveille quand moi je dors, lui il est en train de me concurrencer. Donc c'est vraiment cette capacité à sensibiliser aujourd'hui nos chefs d'entreprise. Et c'est pour ça que le DAF, son rôle maintenant, c'est d'être un business partner pour qu'il ne soit pas vu uniquement comme celui qui ramène les soldes bancaires. Et qui fait de la data, ce que vous appelez de la data visualisation. Est-ce que cela le concerne lui, concerne le reste de l'entreprise, le reste des collaborateurs en entreprise? Et est-ce que cette information, déjà puisqu'on parle de données, elle est partagée? Ou elle est amenée à être partagée avec les collaborateurs? C'est pour ça que quand on parle de BI, donc si votre directeur financier n'a pas une culture générale suffisante, n'est pas vu comme étant un business partner, on va le limiter à son champ d'action. C'est juste nous faire des additions et des soustractions. Alors que quand vous êtes un financier de haut vol, vous êtes, comme je dis, des chiffres et des lettres, vous êtes en capacité de comprendre ce que dit aujourd'hui ce que dit le marché. Et quand vous êtes dans une réunion, vous êtes en capacité de dire, voilà pourquoi on va faire tel investissement, voilà comment je vois pourquoi on va... Je prends un exemple simple.
Une PME, la première chose qu'elle digitalise, c'est son CRM. Le nerf de la guerre, c'est mon client. Eh ben, avant, beaucoup de financiers disaient non, ça ne sert à rien. Mais on s'est rendu compte que si je veux faire du recouvrement, et là, il dit là, ça m'intéresse. Si je ne connais pas mon client, si je ne suis pas capable de le suivre, je ne peux pas le faire. Et donc, on rentre dans un projet d'entreprise où tout le monde est intéressé. Donc, c'est là où c'est intéressant d'expliquer que quand on développe des projets à forte valeur ajoutée et qu'on arrive à bien le communiquer, tout le monde se retrouve. C'est-à-dire que le commercial, il va mieux connaître ses clients, il va mieux vendre. Et moi, en tant que financier, je suis en capacité de faire mes prévisions, d'anticiper, de dire attention, on ne va pas aller sur tel compte, etc. Donc, c'est vraiment des projets qui ont cette particularité, c'est d'être disponible 7 jours sur 7, 365. Alors qu'avant, vous êtes en déplacement à l'étranger, c'est un jour férié, j'ai besoin d'une information, le DG, il appelle son DAF, il a coupé le portable parce que c'est un jour férié, il va pester, alors que maintenant, il rentre sur son BI, il a son information. Donc c'est vraiment permettre à chacun dans l'entreprise d'accéder à l'information en temps réel, de pouvoir la prendre à tout moment et d'être aujourd'hui au même niveau d'information, quel que soit aujourd'hui l'endroit où on est. Ça, et la culture s'y prête, selon vous? Ce que je disais tout à l'heure, vous avez nos TPE-PME ont mis du temps. Je pense que le coup de massue du Covid a juste rappelé que celles et ceux qui avaient considéré que, parce qu'avant on parlait d'informatiser, maintenant on parle de digitaliser, et qui n'avaient rien fait, soit sont morts, donc ils ne nous regardent plus, soit sont convalescents et ne vont pas refaire la même erreur. Donc là maintenant on a compris qu'avec la génération Y, le télétravail, donc on n'en a pas beaucoup parlé, mais c'est devenu, dans le monde entier, c'est quelque chose où c'est intégré. Vous avez, aux États-Unis, vous ne pouvez pas obliger un collaborateur de venir au travail. Donc les gens continuent de travailler à distance. Donc si vous n'avez pas des outils pour mesurer la performance, pour communiquer, vous dites c'est pas possible, on ne peut pas gérer. Les États-Unis sont toujours debout, ont quasiment un taux de chômage insolent, et en des postes qui n'arrivent pas à pourvoir parce qu'ils n'ont pas de monde. Donc ça veut dire qu'on peut travailler à distance. Mais c'est vrai que ce qui est important, vous l'avez rappelé, il faut changer le mindset de nos dirigeants. Et c'est là où cette culture, on ramène de la data pour dire, voilà, votre collaborateur, il était là, il n'était pas dans la culture, il faut sortir de la culture présentielle, aller dans une culture plutôt de performance avec des outils de mesure. Et on peut démontrer que nos équipes, quand on leur donne un jour de télétravail, sont plus performantes parce qu'ils s'occupent de leurs enfants, ils ont fait des choses au lieu de faire une absence déguisée. Donc, c'est vraiment arriver à rappeler que le monde a changé, que le digital fait partie de notre quotidien. Et bien sûr, en fonction de mon marché, de mes concurrences, il faut que je prenne la chaussure à mon pied. C'est-à-dire que si je suis une boîte de classe mondiale digitale, je vais être en Champions League. Et si je suis une entreprise qui joue dans un marché plus restreint, déjà jouer en première division, en deuxième division, c'est mieux. Mais ne pas être en dehors du jeu. Je pense que le minimum, c'est déjà être en première, deuxième division. Et les grandes entreprises doivent servir de levier. On a vu les grandes entreprises comme l'OCP, les grandes banques qui maintenant font des portails, intègrent leurs fournisseurs, les mettent aujourd'hui, leur donnent accès à ce type de service. Donc il y a aussi cette open innovation que peuvent apporter les entreprises, les grandes entreprises, pour aussi accompagner les PME qui sont souvent des entreprises agiles, qui peuvent avoir des éléments de réponse que ne peuvent pas donner les grandes. Et là, il faut jouer gagnant-gagnant pour qu'on puisse effectivement permettre à cette entreprise qui n'était pas suffisamment digitalisée d'y arriver. Vous avez parlé du cash, ce qui tue aujourd'hui beaucoup de PME, et c'est là où ils sont étranglés, c'est effectivement le cash. Et quand on leur donne des outils simples de gestion de cash, mais parfois ça ne suffit pas, il faut de la restructuration. Et là, on revient à la responsabilité des gouvernements, à la responsabilité de nos décideurs, de ne pas oublier qu'il va falloir effectivement investir dans la PME. Déjà, il ne faut pas la taxer. Oui. Parce Donc que là, on voit que le PLF, qui est toujours en gestation, il n'est pas encore voté entièrement. On croise les doigts. Mais pour la TPE et l'auto-entrepreneur, je veux dire, tout ce que vous dites... C'est dramatique. Non, mais là... C'est très bien, et puis ça nous met vraiment devant une réalité aujourd'hui qui est inévitable, celle de la digitalisation de tous les procédés, de tous les procédés en entreprise et ailleurs. Mais quand on voit la réalité, parce que vous parlez de réalité, quand on voit comment l'entreprise est perçue, peut-être même par ce gouvernement, on a l'impression que quand même, on ne parle pas des mêmes réalités. Non, je parle... C'est souvent, on peut voir la même chose, mais pas la gérer comme il faut.
Moi, je pense qu'on parle si vous faites référence à la retenue à la source, qui est un élément aujourd'hui qui permet à des gouvernements je dirais, de capter du cash en amont grâce à des process de digitalisation, puisqu'on va travailler sur des plateformes. Mais après, il ne faut pas, là aussi, taper sur les mêmes. C'est-à-dire que la TPE, la PME qui est en train juste de se relever, moi j'ai toujours à nos parlementaires ou à nos conseillers, allez faire un vie-ma-vie pour voir ce que c'est qu'un entrepreneur. Et vous avez parlé d'auto-entrepreneur, moi je leur dis, ça ne doit pas être auto-entrepreneur. Comment peut-on imaginer, quand on parle des professions libérales, des entreprises, on considère que 10%, 20%, c'est beaucoup d'argent, donc il considère que la continuation de 30%, c'est énorme, et on est en train de batailler pour baisser. Et là aussi, autant c'est vrai pour les personnes physiques, on peut faire une retenue à la source, mais pour les personnes morales, il y a déjà les acomptes, donc on ne comprend pas quel est l'enjeu, quel est l'intérêt. Et ils ont aujourd'hui de la data, notamment sur la TVA. Mais pour l'auto-entrepreneur, j'ai l'impression, on a oublié ces 4 millions de personnes qu'on veut ramener à ce régime. On est à l'année zéro. Si on veut vraiment faire en sorte que ce nouveau modèle social que veut Sa Majesté prenne, il ne faut pas tuer le soldat auto-entrepreneur, il faut surtout le protéger, parce que nous avons des mesures d'accompagnement avec ma casquette de président de l'Union des auto-entrepreneurs, et j'ai vraiment le sentiment qu'on n'est aujourd'hui pas entendu. On a sollicité qui de droit au niveau du gouvernement, et j'espère qu'on sera peut-être entendu, et donc ça va revenir à la première chambre. Et on espère que le digital va être au service de l'entreprise et pas pour tuer ce qu'on a, je pense, fait de meilleur depuis très longtemps, donner un cadre. Moi, je le dis souvent, ceux qui créent aujourd'hui une autre entreprise, c'est celui qui n'a ni papa ni maman pour networker, pour être salarié. Donc, regardez quelqu'un qui n'a pas la chance, qui voudrait être salarié, qui devient auto-entrepreneur par dépit, donc qui n'a pas eu l'esprit d'initiative, donnons-lui le temps de comprendre, de grandir. Et deuxième point, peut-être, on veut que dès qu'on dépasse 50 000 dirhams de chiffre d'affaires, là on veut le passer à 80 000, mais le principe c'est qu'on ne peut pas imaginer qu'on peut passer de 1% d'imposition à 15%, c'est-à-dire que multiplié par 15, où ce qu'on n'a jamais vu, ça part de quelqu'un qui c'est-à-dire que les auto-entrepreneurs, c'est les petites gens, on leur taxe, on leur impose n'importe quoi. Oui, mais ça les pousse vers l'informel aussi, surtout. Mais l'informel n'est jamais venu dans l'auto-entrepreneur, parce qu'il n'avait rien, il n'avait pas de couverture sociale, pas de financement. Sont venus les freelanceurs, sont venus des gens qui donnaient des cours, des gens qui connaissaient le régime, donc certains qui étaient plus malins, mieux informés. Mais notre cible, Yallah Daba vous dit, j'ai quelque chose qui me donne un cadre, donc on revient. Donc si on met ce cadre digital, tout ce cadre qui a été inventé pour réussir, j'espère que là aussi on prendra nos responsabilités pour que cette partie je dirais qu'on a mis en place, qui va servir de cadre pour l'entrepreneur, ne tue pas et ne remette pas des gens soit dans la rue, parce que si vous n'avez pas de cadre, vous les remettez dans la rue, et l'informel, c'est ça le danger. Alors, dernier mot, parce qu'on a commencé par l'importance de la donnée, on finit avec, et sur cette gestion de données à travers la transformation digitale, via ce baromètre que vous avez mis en place, Zakaria Fahim. Merci. Donc le baromètre, pour revenir, sa première vocation, c'est effectivement nous informer de quelles sont les attentes, qu'est-ce que c'est qu'aujourd'hui le DAF aujourd'hui, parce que personne ne lui a vraiment posé la question avec cette double détente. On a toujours considéré que le DAF, c'est quoi le bilan, c'est quoi Mais on a oublié qu'il est un business partner et qu'il doit être en capacité d'accompagner l'entreprise dans cette transformation. Donc c'est pour ça que le fameux certificat du leadership financier et la transformation digitale avec l'ISCAE a un rôle très important. Notre baromètre, on le lance avec la LISCA parce qu'on a considéré que cette population qui aujourd'hui draine des DAF est intéressante, et aussi avec un opérateur Visiative qui est une société technologique. Et pour finir sur le baromètre, on lui donne aussi une dimension Afrique. On va sonder aujourd'hui 2 pays, le Sénégal et la Côte d'Ivoire, et on a, j'espère qu'avec vous, puisque vous êtes aussi sur l'Afrique, on pourra passer notre lien, et on a aussi une revue qui s'appelle Afrique Challenge qui va aussi nous accompagner pour aller sur les dirigeants et notamment les DAF sur le continent. Donc vraiment, nous espérons vous revenir début du premier trimestre 2023 avec les résultats. Avec la donnée. Avec de la donnée, et pouvoir effectivement démontrer que le DAF est utile, que le DAF est un acteur important
et qu'il est d'abord un business partner et non pas uniquement des chiffres et non pas uniquement des chiffres. Et des lettres aussi, oui, en tout cas. On est capable. Et le message est très clair pour tous les dirigeants d'entreprise et les PDG qui nous regardent ce matin ou ce soir. Ça dépend à quelle heure vous regardez cette séquence invitée de la rédaction. C'était un plaisir de vous accueillir, Zakaria Fahim, comme d'habitude. Merci. Merci de nous avoir suivis. Très bonne suite des programmes sur notre antenne.